Voyage en récit Corinne Emelin. et Geoffroy Scrive. Docteur Corinne Emelin, si nous nous rencontrons dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère, eh bien c'est pour parler de votre métier pour une fois dans cette émission consacrée plutôt à la littérature, c'est vrai. Eh bien nous allons parler un peu de science, parce que vous êtes quand même maître de conférence ici à Lyon, à l'université Claude Bernard de Lyon, ville dans laquelle nous nous trouvons ces jours-ci. Vous êtes ingénieur chimiste de l'École supérieure de chimie de Lyon. Vous avez été attaché de recherche, vous avez un post-doc. C'est un cursus quand même assez fréquent, je crois, dans votre domaine. Mais vous êtes maître de conférence depuis 1989, on peut le souligner. Et vous avez étudié différents domaines au cours de votre cursus. Vous êtes maître de conférence hors classe et de classe exceptionnelle depuis 2019. Alors, on va aborder simplement la question déjà d'un point de vue peut-être administratif dans ce pays, puisque ça a une importance. Que suggère ce titre de maître de conférence de classe exceptionnelle ? Ça veut dire qu'on a fait correctement notre métier, c'est-à-dire de la recherche, tout en faisant de l'enseignement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas atteint le fait d'être professeur d'université, puisque en fait le grade au-dessus est professeur d'université avec différents échelons. Maître de conférence, j'ai fait mon travail correctement. Hors classe, ça veut dire que j'ai réussi à maintenir le bateau avec toutes les directions, la recherche, l'enseignement et puis des responsabilités administratives comme les relations internationales. Donc faire vivre à la fois la recherche et l'enseignement. Et vous disiez faire vivre le bateau. Est-ce qu'on peut ajouter contre vents et marées ? Parfois, j'imagine qu'il y a forcément des obstacles, qu'ils soient administratifs ou qu'ils soient d'ordre scientifique parfois. Oui, il y a différents obstacles. Administratifs, c'est les différents échelons à passer en concours. Après, les différents obstacles, c'est pour l'évolution de la recherche, du principe de la recherche, du fonctionnement de la recherche, qui a beaucoup évolué ces dernières années. C'est-à-dire que je suis rentrée dans la recherche avec une option de recherche à long terme. C'est ce qui me plaisait. C'est-à-dire vraiment poursuivre un objectif et essayer de l'atteindre le mieux possible. On le voit que c'est du long terme parce que dans votre CV, quand même, vous avez étudié donc, l'évolution des pesticides dans l'environnement, en particulier leur photodégradation naturelle et artificielle, on pourrait y revenir, mais entre 89 et 2016. Si ça, c'est pas du long terme, il faut quand même être un petit peu insouciante ou complètement acharnée. Je pense qu'il faut être acharné, vouloir arriver parce que de toute façon, il y a des pesticides nouveaux chaque année. Et puis l'évolution, donc qui sont quand même de plus en plus soft, mais malgré tout, ils restent quand même dangereux. Bon, c'est une évolution de la recherche, c'est pas toujours sur la même molécule, c'est pas toujours sur le même produit, donc ça. Mais bon, c'est vrai que c'est de l'acharnement. L'acharnement, je pensais au fait que, est-ce que ne serait-ce que quand vous vous baladez à la campagne ou quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous voyez peut-être des produits contre lesquels que vous avez pu étudier, ou dans la molécule vous avez pu l'étudier, et vous dire, je l'ai peut-être étudié il y a 10 ans et elle est encore là, alors qu'on avait peut-être conseillé autre chose. Oui, moi je me suis plutôt chargée de voir leur évolution, c'est-à-dire une molécule qui a été pendue va soit se déposer sur le sol, soit se déposer sur les feuilles, soit se volatiliser, soit se retrouver dans l'eau. Donc en fait, on peut en retrouver partout. Et c'est vrai que cette évolution, selon le milieu, va être différente. Et c'est pour ça que je dirais que certains fabricants détournent un petit peu le problème en rajoutant une petite fonction sur les molécules interdites qui vont pouvoir ensuite, au contact de l'eau ou au contact de l'air, se transformer en la molécule qui était initiale. Donc, mon travail, c'est plutôt de voir que pour les nouvelles molécules, ce qu'elles vont devenir dans l'air, dans l'eau, sur le sol. C'est un peu une enquête, vous déjouez les falsifications, les petits jeux de passe-passe. C'est pas des falsifications, c'est des améliorations. Ça augmente la solubilité, ça augmente la pénétration dans le fruit, dans les feuilles.
C'est pas obligatoirement, je dirais, malsain et obligatoirement pour tromper le consommateur. Ça peut améliorer le système. Après, il faut savoir vers où ça va évoluer. Parce que, en fait, le problème, oui, je suis à la fois organicienne, c'est-à-dire je connais bien les processus chimiques de chimie organique, et en même temps, je fais de la chimie analytique, avec de la chromatographie et différentes méthodes. Et grâce à ça, je peux comprendre si on veut détecter tel produit, on va mettre en place une méthode d'analyse. Sauf que le temps qu'on mette en place la méthode d'analyse, le produit, il était pendu pendant plusieurs années. Et puis si on change une petite fonction, la méthode d'analyse ne marche plus. Donc après, il faut aussi retrouver la bonne méthode d'analyse. Donc mon travail est un tout, c'est-à-dire à la fois pouvoir permettre aux services d'analyse de bien rechercher la bonne molécule, et puis en même temps de permettre aux services qui s'occupent de toxicologie de voir si la molécule qui va évoluer va être dangereuse ou pas. Comment vos études et ces travaux, depuis donc ces longues années, nous l'avons dit, contribuent-ils à l'évolution de votre pensée, c'est-à-dire à la pensée et à votre perception de notre environnement, et en particulier de l'atmosphère sur laquelle vous travaillez? Est-ce que vous voyez une évolution au cours de toutes ces années, je sais pas, de la qualité de notre environnement, et vous dites parfois, bon, c'est peine perdue, mais en même temps, je comprends mieux le devenir de cette molécule que j'étudie, et je comprends mieux son interaction avec l'environnement, et je comprends mieux pourquoi nous réagissons comme ça. Disons que j'ai surtout pris conscience qu'on vivait dans un milieu fermé. Ah oui. Et qu'en fait, tout est lié. Fermé, donc à préserver. Voilà. C'est ça, c'est que notre atmosphère est limitée par différentes strates, et que de toute façon, les molécules se déplacent, elles, mais nous nous déplaçons pas. Donc ce qu'on met dans l'eau va se retrouver dans l'atmosphère, ce qu'on met dans l'atmosphère va se retrouver dans l'eau, ce qu'on met dans l'eau va se retrouver dans la terre, et du coup, c'est des échanges constants. C'est le principe de Lavoisier, tout se transforme. Voilà, tout se transforme. Mais tout est conservé. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, et de vraiment penser que quand on met ne serait-ce qu'une molécule dans le sol ou ailleurs, on va la retrouver quelque part, obligatoirement. Bon, c'est vrai que ça a changé ma perception. Alors, on parlait de la recherche. La recherche a beaucoup évolué, c'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière... il y avait un petit peu les grands pontes, voilà. Donc, après, on a un peu critiqué ces grands pontes qui faisaient un peu la pluie et le beau temps. Et on a dit, petit à petit, que chacun pouvait mener sa recherche. Dans l'absolu, c'est très bien. Oui. Malheureusement, dans la réalité, on cherche beaucoup d'argent. Parce que, comme on n'est plus une équipe solide, on fait des projets et on travaille beaucoup par projet. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été obligée de changer d'équipe. C'est-à-dire que j'ai été obligée d'abandonner ma recherche sur les pesticides. Parce que, comme on doit financer la recherche au tiers, en fait, il y a un financement un tiers industriel, un tiers gouvernemental et un tiers du laboratoire. Mais en fait, si on ne trouve pas d'industriel qui soit d'accord pour financer le tiers qui nous manque, ça devient compliqué. Il faut avoir un laboratoire solide pour pouvoir financer aussi son tiers, et puis avoir quelque chose d'intéressant qui puisse intéresser soit la communauté européenne, je parle du gouvernement, mais ça peut être aussi la communauté européenne ou la région, pour leur montrer des choses. Et les pesticides sont moins à la mode. Oui. Le problème aussi au niveau du financement industriel, c'est que les industriels voulaient bien qu'on fasse de la recherche sur leurs anciens produits, ceux qui vont être interdits, mais les nouvelles molécules, ils ne vont pas financer. Donc du coup, je me suis trouvée un petit peu limitée. Le directeur du laboratoire est parti en retraite aussi. Ça, c'est aussi le problème de l'administration, c'est qu'il n'y a pas de continuité.
Donc les maîtres de conférences suivent un peu l'évolution de leur équipe. Puis bon, il y a aussi toutes les restructurations des laboratoires pour la visibilité. Oui. La visibilité de Paris ou de l'Europe. Donc on regroupe. Comment se fait justement le lien, ou est-ce qu'on peut parler de confrontation entre vous qui étudiez vraiment une molécule et peut-être vos confrères du privé, peut-être attachés à un industriel dans son laboratoire? Est-ce que vous arrivez encore à échanger? Est-ce que vous en connaissez? Parce que du coup, il y a un petit peu deux écoles. Il y a eux qui, évidemment, sont là pour étudier une molécule que que leur entreprise souhaite vendre. Oui. Et puis vous qui étudiez aussi peut-être la face un peu plus cachée ou peut-être un peu plus sombre de cette même molécule. Oui, il y a eu des... Enfin, si, j'ai eu quand même pas mal d'échanges. Parce qu'ils sont quand même assez ouverts et intéressés par le fait qu'on voit ce que devient leur produit. C'est pas non plus, je dirais l'omerta. Non, il y a des échanges. Après, ils changent plus souvent dans l'industrie. Oui. Donc, en fait, les contacts sont plus difficiles à créer pour nous, qui restons, qui sommes toujours là. Et puis, les chercheurs industriels ont d'autres carrières, changent. Et du coup, il faut refaire les contacts et tout ça. Donc, c'est un petit peu plus long. Vous parliez des pontes, des grands pontes que vous avez pu connaître au début de votre carrière sans doute, mais justement, comment se fait la transmission? C'est-à-dire que vous avez reçu un savoir au cours de vos études, au cours de vos premiers temps de labo, et en même temps, tout cela change énormément, les techniques, peut-être la méthode de travail, et pourtant, sans doute que vos maîtres vous ont enseigné quelque chose qui demeure encore aujourd'hui, j'imagine, une méthodologie, une curiosité, une ouverture, une probité. Oui, et puis surtout le fait de faire confiance à l'expérience, de juger sur l'expérience, je dirais même la manipulation, pas au sens la manipulation technique, c'est-à-dire les résultats sont interprétés en fonction de la manipulation qu'on a fait et tout ça. Et on ne faisait pas, on faisait des hypothèses, mais on doit toujours contrôler. Et ça, je crois que ça reste depuis... même les jeunes chercheurs ont cette formation-là. Ça, c'est des choses qui se transmettent. Oui. C'est-à-dire qu'on doit contrôler, on ne peut pas avancer des théories comme ça. Voilà. Donc, je pense que oui, ça, c'est des choses qu'on arrive à se transmettre de génération en génération. Après, chaque génération a des idées plus ou moins folles qui, au début, peuvent paraître surprenantes. Incongrues. Voilà. La personne qui m'a formée semblait vraiment incongrue de penser que la lumière pouvait dégrader des molécules, que le soleil puisse transformer la matière. Voilà. Et puis, maintenant, je travaille avec... Christian Georges, qui est spécialisé en pollution atmosphérique. Quand il a commencé, c'est pareil. Il semblait un peu fou de dire les molécules, les hydrocarbures qui sont dans l'atmosphère vont donner des produits chimiques acides qui vont cristalliser, qui vont faire des particules. Il y a quelques années, et puis maintenant, c'est des choses qui sont admises. Connu, voilà. Même par le grand public. Voilà, donc je pense que chaque chose... Alors chacun a ses petites folies, ses petites idées, et justement, le fait de l'appuyer sur des techniques sûres, ça permet justement d'affirmer ou d'infirmer les théories qu'on avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se tromper, c'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne idée, mais il faut aussi la passer au moulin, quoi. Il faut la vérifier. Voilà, c'est-à-dire que là, vous aviez le rapport avec vos anciens, mais comment se fait le lien avec la génération qui vous suit? C'est-à-dire des jeunes qui peut-être écouteraient cette émission, vous entendrez. Quels conseils auriez-vous à leur donner pour s'intéresser donc à cette chimie et peut-être y porter aussi leurs idées plus tard? Il faut avoir de l'audace? Oui, déjà, il faut avoir de l'imagination. Quelquefois, je dis à mes étudiants, mais il faut être
créatif et même artiste, c'est-à-dire imaginer certaines choses. Après, il faut les prouver et là les vérifier, et c'est ça le travail de chercheur. Les prouver et les éprouver. Voilà, c'est ça. Et puis aussi se confronter à la réalité, parce que souvent, on imagine des choses qui soit ne sont pas vraies, ou soit on n'a pas les moyens de le vérifier. On pourrait peut-être, ça se trouve, on est dans le vrai, mais on n'a pas encore la technique qui permet de vérifier. C'est les intuitions. Et puis... Voilà, c'est des intuitions. Mais je parle aussi souvent à mes étudiants des transformés de Fourier. Enfin, je leur dis comment quelqu'un à cette époque a pu les imaginer. Et maintenant, nous, on les a dans tous les appareils de chimie, tous les appareils d'analyse. Donc, il y a des gens qui ont des illuminations qui peuvent passer pour fous, et qui, en fait, peut-être dans 100 ans, on prouvera qu'ils avaient la bonne idée. Après, il y a certaines personnes qui se trompent. Faut reconnaître qu'on peut aussi se tromper. Ça vous est arrivé ? Oui, évidemment. Des publications qui n'ont pas porté les fruits Non, parce que justement, avant de publier, on vérifie. On ne publie que ce qui est vérifié. On a un contrôle toujours. Et puis, si on doit publier dans des journaux sérieux, on a des référés qui nous demandent aussi des contrôles. Donc nous-mêmes, on doit contrôler avant de publier. Mais en même temps, on nous dit, mais vous affirmez que c'est l'oxygène là qui intervient. Est-ce que vous avez fait des manipulations sans oxygène ? Oui. Voilà. Et ça, faut après, pour pouvoir publier, il faut avoir contrôlé. Voilà. Je pense que on se trompe tous les jours, en fait, en étant chercheur, c'est-à-dire que on a des idées, on les confronte à la réalité et on s'aperçoit qu'on s'est trompé et on va aller ailleurs. Mais une fois qu'on a confirmé, on ne se trompe plus. Au final, on ne se trompe pas. On se met en cause, dirons-nous. Alors, il y a un mélange de prendre son temps, s'assurer du résultat, et en même temps, j'imagine que le temps vous presse un peu, parce que dans vos travaux sur la chimie atmosphérique, on voit tous, d'année en année, les messages, ne serait-ce que les messages sur l'autoroute, attention, alerte aux particules fines, etc., arriver de plus en plus tôt dans l'année. Ah ben oui. Alors j'imagine que le temps vous presse, finalement. On vous somme d'avoir des résultats et de pouvoir présenter des solutions ou le résultat de vos études. Oui, c'est sûr qu'il faut on a un petit peu la pression. Mais ça serait de la bonne pression, c'est-à-dire c'est celle qui fait avancer. Parce qu'on a envie de savoir comment ça marche, vraiment, et puis pour nous, et puis pour le résultat, pour savoir ce que ça devient. La mauvaise pression, c'est que je trouve justement, quand je parlais des financements, les financements de la recherche, non, on est quand même obligé de prévoir nos résultats avant. C'est-à-dire que quand on veut un financement, on va présenter les manipulations qu'on va faire et présenter les résultats qu'on aura. Et vous devez appâter le client quelque part. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, et c'est ça le problème, parce que justement, on parlait du fait de se tromper. On peut avoir des idées et on peut se tromper. Or là, si on a un financement et que l'hypothèse n'était pas bonne, ça peut poser problème. Et je trouve que c'est ça l'évolution un petit peu négative de la recherche actuellement. C'est-à-dire qu'on va hypothéquer nos manipulations en disant que on va trouver tel résultat. Mmh. Et si on veut, on va montrer, pour donner un exemple, on veut montrer, on va appâter le chaland, en fait,
en disant que on va prouver que les hydrocarbures, quand ils se dégradent, produisent des produits hautement dangereux. Et puis finalement, nos résultats, je donne une hypothèse, hein. Si nos résultats ne donnent pas ce résultat-là, c'est-à-dire que, ou si la concentration est tellement faible qu'on n'arrive pas à les détecter, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit à notre financeur, écoutez, finalement, oui, ça donne quelques petits produits dangereux, mais on n'arrive pas à les détecter, on suppose, voilà. Parce que maintenant, on arrive, quand on fait des dosages de particules, etc., on est quand même à des parties par billion, Oui. par milliard, même des fois plus bas. Donc c'est vrai que la méthode d'analyse n'est plus la même. C'est pas comme quand on trouve un produit toxique à 1%. Donc il y a une part de difficulté d'analyse qui fait qu'on ne peut pas obligatoirement trouver le produit. Et ça, c'est délicat au niveau du financement. C'est-à-dire que, alors après, je vais parler un petit peu comme une personne âgée, mais bon, je vais bientôt prendre ma retraite, donc c'est normal. Mais en fait, c'est vrai que à mes débuts, on pouvait tout imaginer et on ne proposait jamais de solution. Que là, en fait, on est obligé de proposer la solution pour avoir le financement. Et du coup, je trouve que c'est très difficile pour l'objectivité du chercheur, puisqu'en fait, si il ne peut plus être objectif totalement, puisqu'il y a le problème du financement. Combien de temps y passez-vous ? S'il fallait faire un pourcentage de temps entre la recherche pure, la recherche scientifique, et la recherche de financement et le fait de convaincre peut-être quelqu'un de vous aider, de vous financer ? Moi, j'ai eu la chance quand même parce que de trouver des personnes suffisamment dynamiques pour chercher de l'argent. Et donc du coup, en début de carrière, je faisais un petit peu des projets européens et tout ça. Vous êtes allé à Shanghai, je crois. Oui. Et donc, mais maintenant, je travaille avec des gens qui font des beaux projets, qui trouvent des financements intéressants. Et donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir me consacrer à la recherche. Donc, pas trop la recherche d'argent, mais je trouve que mes collègues ont vraiment ce problème-là. Oui. Et ça s'empire ? Oui, parce qu'on doit faire ce qu'on appelle des ANR ou des projets divers qui prennent quand même beaucoup de temps. Alors qui demandent des collaborations avec d'autres laboratoires, ça peut être stimulant, mais le fait de faire ces projets. Et pour une équipe, si on a présenté 10 projets et qu'on a une ANR, c'est qu'on est quand même une bonne équipe. Alors, ça, ce sont des statistiques, hein, mais dans votre métier au quotidien, y a-t-il encore de la surprise et de l'étonnement par rapport à ce que vous observez et ce que vous comprenez de notre milieu atmosphérique en l'occurrence ? Est-ce que vous tombez encore sur une perle rare ou est-ce que vous dites « Tiens, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas prévu cette réaction », par exemple, parce que nous sommes en chimie. Tiens, je suis étonné, c'est beau. Oui. Si, il y a l'étonnement et puis il y a le fait d'échanger avec nos collègues qui fait que chacun pense à quelque chose et chacun amène ses résultats, on compare, on discute. Et finalement, c'est vrai qu'il y a toujours de l'étonnement parce que si on travaille dans un certain milieu, une autre personne va travailler dans un autre. Et en fait, oui, on va être étonné. Je parlerai par exemple, pour les particules, donc on a vu qu'on formait des produits à partir des hydrocarbures qui étaient des produits plutôt acides, qui ne sont pas tout à fait... là, les personnes risquent de confondre avec ce qu'on appelle les pluies acides. Oui. C'est pas tout à fait... c'est différent, c'est des acides, je parlerai aux chimistes d'acide carboxylique.
et en fait qui vont être des produits plutôt solubles dans l'eau, qui vont donc s'évaporer avec l'eau, et en fait, avec d'autres collègues qui travaillent dans un autre domaine, on va parler de cristallisation. Oui. Et en fait, on va découvrir que ces produits qui normalement devraient être dans des gouttelettes d'eau, donc ou être à l'état de vapeur, vont former des microcristaux et puis qui vont petit à petit, il y aura une forme de cristallisation qui sera différente. Et ça, c'est passionnant de pouvoir en discuter, de pouvoir découvrir, parce que c'est vrai que on imagine par exemple, je prends l'exemple de l'acide acétique qui est assez connu. On peut imaginer que ça s'évapore et puis après ça disparaît, quoi. Et en fait, non, ça nous revient dans les poumons parce que la petite gouttelette d'eau qui vient de l'évaporation, l'eau s'évapore et puis notre acide acétique cristallise dans la petite gouttelette d'eau. Et puis, petit à petit, elle redescend ou elle flotte. Voilà. Donc, j'espère avoir pas perdu vos auditeurs avec l'histoire de la petite gouttelette d'eau. Voilà. Mais je trouve que tout est source d'émerveillement et justement par les échanges avec les collègues aussi. On n'est plus quand même chacun dans notre laboratoire à faire des manipulations. Il y a beaucoup d'échanges. Vous avez vu beaucoup de cloisons tomber. Oui, ça par contre. Et puis alors c'est vrai qu'on râle un peu, mais on nous oblige à travailler avec d'autres personnes. Je parlais des restructurations des laboratoires, mais ça n'a pas que du mal. C'est-à-dire que ça oblige à échanger, à travailler ensemble, faire des projets nationaux, internationaux. C'est bien aussi parce qu'on découvre d'autres méthodes de travail. C'est une richesse. Voilà. Oui, il faut pas imaginer les chercheurs perdus dans leur laboratoire. Oui, pour vos jeunes auditeurs, c'est vraiment passionnant parce qu'il y a beaucoup de jeunes de tous les pays qui viennent, donc qui apportent leur culture, qui viennent, leur façon de travailler. Et puis nous, on va aussi dans leur pays. Et puis, on a beaucoup d'échanges. C'est très dynamique. Et puis, ce sont des travaux qui portent sur un petit peu le devenir de cette humanité, notamment dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Voilà. Et les conséquences sont immédiates et puis mondiales. Voilà. Mais c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, c'est-à-dire que moi, j'ai une formation de chimiste organicienne. Donc, j'ai fait une école de chimie. Et mes étudiants me disent « Oui, ça ne fait pas rêver, la chimie organique. » Enfin, c'est vrai. Voilà, ça ne fait pas rêver. Je leur dis, pour connaître l'évolution des produits que l'on met dans notre milieu, puisqu'on met des produits chimiques, il faut une bonne base de chimie organique pour savoir ce qu'ils vont devenir. Parce que si on ne connaît rien à cette chimie qui a permis soit de les former ou qui permettra de les dégrader, on ne peut pas comprendre comment ça va devenir. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une chose dont je suis fière quand même, c'est-à-dire que j'ai pu orienter ma carrière vers quelque chose qui me passionne. Alors il n'y a pas que moi, il y a aussi l'université et puis qui m'a permis de faire ça. Mais c'est vrai que je ne me voyais pas synthétiser des molécules pour synthétiser des molécules. Après, chacun son choix. Oui. Mais petit à petit, j'ai pu orienter vers justement l'évolution dans l'environnement, voir ce qu'allaient devenir ces molécules. Et ça, je trouve que c'est bien. Alors souvent... on me charrie en disant « Tu es chercheur et qu'est-ce que tu as trouvé ?» Oui, j'ai trouvé que les produits évoluaient et qu'on était responsable de cette évolution, ou alors que, en fait, quand il y a de l'eau, quand il y a du sable, par exemple, le sable peut être un catalyseur, ou quand il y a différentes choses, on a malgré tout une évolution des produits,
et on peut savoir ce que ça devient. C'est ça l'important. Eh bien merci, c'est sur cette importance et puis un peu cette note d'espérance que nous terminerons. Merci beaucoup. Merci beaucoup.